Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Il est 17h tout juste passé sur Westrack Radio. Bienvenue dans le Magal West de ce mercredi 24 janvier 2024. On est ensemble pendant 1 heure pour votre émission de divertissement, d'information locale. C'est Lucie avec vous. Aujourd'hui, on va retrouver Mathieu pour les infos locales. On va aussi retrouver Nausicaa qui va nous parler d'amour dans son podcast épisode 28 aujourd'hui, qui va parler des hommes et surtout de l'impression que certains sont des mâles alpha alors que finalement ce ne sont que des prédateurs. C'est le nom de cet épisode. On va retrouver ça dans quelques instants. On retrouvera aussi en deuxième partie d'émission notre partie cinéma et séries. Et aujourd'hui, on va pouvoir parler des séries les plus attendues pour 2024. La semaine dernière, nous avons parlé des films les plus attendus pour cette nouvelle année. Et aujourd'hui, on s'attaque aux séries. On va aussi retrouver notre agenda culturel avec plusieurs événements qui sont organisés juste à côté de chez vous. On parlera aussi de Gonfreville-Lorcher qui retrouve son festival du jeu de société pour une 2e édition. Avant ça, on découvre tout de suite la météo. Aujourd'hui, le soleil se lève à 8h42 et se couche à 17h41. On va donc gagner 3 minutes de soleil. Cette fin d'après-midi aujourd'hui s'annonce plutôt ensoleillée, température 10 degrés, ressenti 7. Le vent devrait atteindre en moyenne les 24 km/h. Orientation du vent ouest-sud-ouest. En soirée, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température va retomber à 10 degrés avec un vent qui va atteindre environ les 14 à 15 km/h. Tourner vers l'ouest-sud-ouest. Demain, jeudi, le soleil se lèvera à 8h41 et se couchera à 17h43. On gagnera donc 3 minutes de soleil. Demain matin, au Havre, quelques nuages sans conséquence vont accompagner le ciel. Avec de multiples éclaircies, il fera 10 degrés, ressenti 8. La force du vent va osciller aux alentours de 14 km/h. Direction sud-ouest, l'humidité relative de l'air sera de 91%. Demain après-midi, au Havre, attendez-vous à de la pluie. La température sera de 11 degrés, ressenti 8 dans l'agglomération havraise. Le vent devrait atteindre en moyenne les 18 km/h direction sud. Et enfin, demain en soirée, il faudra à nouveau vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. C'est le retour donc de la pluie fine au Havre, à Gonfreville-Lorcher et à Montivilliers. Il fera 11 degrés, 8 degrés sur le ressenti et le vent devrait atteindre en moyenne les 22 km/h direction sud-sud-ouest. La ville de Saint-Jouin-Bruneval souhaite accueillir de nouveaux habitants. Mathieu nous donne plus d'informations avec les infos locales dans le Magal West. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mercredi 24 janvier. La commune de Saint-Jouin-Bruneval devrait accueillir de nouveaux habitants en 2024 et 2025. La très dynamique commune attire de plus en plus d'habitants. Elle en compte déjà 1900 et le conseil municipal a à cœur de lancer de nouveaux projets pour faire prospérer la commune. Et pour accueillir ses habitants, la municipalité travaille depuis 10 ans avec la Schéma, Société d'économie mixte d'aménagement normande. Il faut dire que le dernier lotissement est sorti de terre il y a 20 ans. Des travaux démarreront sur la zone des Courlis cette année. 15 parcelles à construire seront commercialisées à la vente dès cet été. 10 autres logements seront loués. Le projet est piloté par le bailleur social Logéocène. Les logements sortiront de terre à la fin de l'année 2024. Autre projet d'urbanisme d'ampleur, le château du Clos des Fées. Le projet est dans les tuyaux depuis 2022. Le permis de construire devrait être déposé cette année. 36 logements en tout seront mis en location et en accession à la propriété. C'est une 2e édition pour le rendez-vous culturel hivernal Métamorphose qui fait son retour au FITS dans le Volcan ce jeudi 1er février 2024. Cet événement en préambule d'un été au Havre est gratuit et ouvert à toutes et tous dans la limite des places disponibles. Il propose un temps de réflexion et de partage autour de l'art dans la ville avant la fameuse exposition estivale de plein air. À partir de 9h30 et jusqu'à 16h30, des artistes, architectes, décideurs, chercheurs ou designers partageront avec le public leurs
leur vision de la ville de demain et l'évolution de celle d'aujourd'hui. 8 conférences auront lieu autour de 8 thématiques telles que le village de demain, l'association Les gens des lieux ou sur l'éducation dans l'espace public. Tout le programme est à retrouver sur le site unétéauhavre.fr. Jusqu'au 13 février, les clichés de Sébastien Lambert, toy photographe, sont exposés à la mairie de Montivilliers ainsi qu'à la salle Michel Valéry. Le quinquagénaire vendeur au rayon jouets et livres d'un grand magasin de biens culturels travaille sur son dernier projet en collaboration avec d'autres toy photographes comme lui. Lui aussi a découvert cette pratique en ligne il y a bientôt 4 ans pendant le premier confinement. Cette pratique est née en Asie et aux États-Unis. La toy photographie est en plein essor en France. À l'aide de toiles de fond, il conçoit différentes ambiances réalistes ou proches de scènes de films, mais toujours avec une touche d'autodérision. L'exposition est visible aux heures d'ouverture de la mairie de Montivilliers ainsi qu'à la salle Michel Valéry du mercredi au vendredi de 14h à 17h30 et lors des représentations de spectacles. Commerce à présent, après une formation dans les métiers de la vente et du commerce, Charline Joutel, âgée de 22 ans, vient d'ouvrir sa propre boutique baptisée L'Art de Bien Vivre. Elle y propose dans une ambiance cosy des produits naturels et biologiques de fabrication artisanale. En partenariat avec une douzaine de créateurs de la région normande, elle commercialise cosmétiques, bougies, bijoux fantaisie et objets de décoration. Sa boutique L'Art de Bien Vivre est au 124 rue de Paris au Havre. Et enfin, amis moldus ou sorciers aguerris, la librairie La Galerne vous donne rendez-vous le samedi 3 février à partir de 15h pour participer à la 10e édition de la Nuit des livres Harry Potter. Cet événement organisé par Gallimard, maison d'édition française de la saga Harry Potter, offre l'opportunité aux fans du plus célèbre des sorciers de se réunir et de passer un moment convivial entre Potterheads. Cette année, le thème retenu est celui des lieux magiques comme le quai 9 3/4, le terrier des Weasley, Préolard ou encore le ministère de la magie qui seront à l'honneur pour cette journée. À travers quiz et autres activités, vous aurez la possibilité d'explorer l'univers riche d'Harry Potter en compagnie d'autres passionnés. Un concours de déguisement divisé en 2 catégories, enfants et adultes, sera également organisé dès 15h. Merci Mathieu. À Gonfreville-Lorcher, le festival du jeu de société est de retour pour une 2e édition. La première édition, rappelez-vous, était donc organisée en 2023 et avait été un vrai succès. En février 2024, la toute jeune association des aventuriers du jeu a donc décidé d'organiser un nouvel épisode de son festival de jeux de société avec une envie de rassembler un maximum d'associations ludiques de Gonfreville-Lorcher et de ses alentours. Des tables de jeux pourront accueillir un large public amateurs, débutants ou plus chevronnés, mais aussi des passionnés du jeu et même de simples curieux désireux de voir comment tout cela se déroule. Encadrés par une 50aine de bénévoles, ils pourront être là aussi en tant que simples spectateurs ou participer entre amis ou en famille à ces jeux. 3 tournois seront organisés pendant le week-end, dont 2 grâce au partenariat avec les éditeurs Cocktail Games et Tiki Édition. Il est possible de s'inscrire directement au 06 74 70 27 34. Cet événement est organisé sur 2 jours, samedi 3 février 2024 de midi à 20h et dimanche 4 février de 10h à 18h à la salle des fêtes Arthur Fleury à Gonfreville-Lorcher. À noter dans votre agenda, et ne rangez pas tout de suite votre agenda puisque j'ai encore dégoté pour vous 3 événements qui sont organisés au Havre et qui risquent de vous intéresser. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Ce n'est pas un événement culturel mais plutôt une vente qui va vous permettre de dénicher des meubles à peu cher avec une vente à Emmaüs au Havre. Le magasin Emmaüs organise une liquidation avant d'effectuer des travaux de réaménagement. Tous les articles, excepté les meubles, sont à moins 50% jusqu'au 27 janvier. Emmaüs se trouve 56 rue d'Iéna, ouvert le mercredi et jeudi de 13h30 à 17h et le samedi de 10h à midi et de 14h à 17h. C'est un événement à ne pas rater au Havre, le café réseau Escale Emploi. Si vous avez des questions autour de l'emploi pour vous aider notamment à rédiger votre CV, votre lettre de motivation, vous pouvez rencontrer les bénévoles de l'association Café Réseau Escale Emploi de la région havraise pour faire le point sur votre candidature, sur votre CV. Ils seront là pour vous accueillir, vous écouter et vous aiguiller, ainsi que vous aider dans votre recherche d'emploi, d'alternance ou de stage. Cette réunion se fait tous les mercredis au pôle
Simone Veil, 25 rue Le Sieur, de 14h30 à 16h30, uniquement sur rendez-vous, ou tous les jeudis au Nomade Hotel, 5 rue Magellan, de 14h30 à 16h30, et c'est totalement gratuit. Et enfin, c'est un spectacle qui vous attend. 4,7% de liberté, inventif et délicat. Les spectateurs de la Coordonnerie tiennent ensemble un théâtre, images et son. Méthil Wexer et Samuel Hercule aiment s'inspirer des contes pour leur insuffler toute la fantaisie, la poésie et parfois le soupçon de fantastique qui font la signature du duo. Ce spectacle, c'est donc ce soir à 19h et demain à 20h au Volcan. De tarifs 5 à 18 €. Vous pouvez les appeler et réserver au 02 35 19 10 et 20. Il est 17h10, tout juste passé sur Westrack Radio, toujours à l'écoute du Magal West en compagnie de Lucie, et on va retrouver le chemin de la musique comme toujours. On découvre un ou une artiste mis en valeur par la Ferrarock. Aujourd'hui, l'artiste, c'est plutôt un groupe qui s'appelle Hot Garbage et leur album Precious Dreams, sorti en 2024. Precious Dreams, c'est un nouvel album qui représente bien leur valeur avec différents titres. Aujourd'hui, on va en écouter 3. Je vous propose donc de les découvrir et d'entrer un petit peu dans leur monde. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album Precious Dream de Hot Garbage est sorti le 19 janvier 2023 chez Exact Records. Hot Garbage se mue en un amalgame d'éléments sonores très volatiles mais indéniablement palpables. Faisant appel au rythme entraînant du dark post-punk et du motorique krautrock, le groupe torontois travaille harmonieusement des mélodies brillantes et des textures tourbillonnantes dans des arrangements délibérés et inquiétants. Les fans de Sonic Youth, Broadcast et Iggy Pop des années 70 devraient sans doute trouver une touche familière dans leur son brut qui s'inspire d'un large éventail éclectique de genres musicaux et de formes d'art.
Après la sortie des EP Max Blonda en novembre 2017 et Coco's Paradise en avril 2019, Hot Garbage est entré en studio avec le producteur Graham Walsh, notamment connu pour son groupe expérimental maléfique torontois Holy Fuck. Le résultat est un single indépendant, flamboyant. Easy Believer est le premier long play du groupe, composé de 33 minutes imprégnées de réverbération, pressé sur vinyle en octobre 2021. Le premier album a rapidement fait son chemin. Stéphane Boissonneau de l'Aquarium Drankard qualifie l'album de festin pour les sens, contenant des riffs remplis de fuzz, un orgue tourbillonnant, une utilisation habile des percussions, auxiliaires post-punk et une voix hypnotique. Le Quatuor revient maintenant avec Precious Dreams, une vaste collection de chansons écrites isolément et réunies en studio fin 2022 avec le producteur visionnaire Graham Walsh à la barre une fois de plus, offrant un nouveau souffle exaltant dans le monde du psychédélisme post-punk moderne, une expérience d'écoute à la fois cathartique et introspecte. Le deuxième album de Hot Garbage est sorti le 19 janvier 2024 chez Mossland au Canada et aux États-Unis et chez Exact Records pour l'album britannique et européen. Comme toujours, l'album est disponible en physique mais aussi sur les plateformes d'écoute. Allez vous régaler en le découvrant et bien sûr vous vous rendez sur le site de la ferrarock.org pour en découvrir plus sur ce partenariat.
Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. C'était le titre Tunnel Traps, un titre donc de Hot Garbage et surtout issu de leur nouvel album Precious Dreams que l'on vient de découvrir grâce à la Ferrarock. Tout au long de cette semaine, je vais vous proposer de découvrir de nouveaux artistes. Alors n'hésitez pas à écouter le Mag à l'Ouest tous les jours de 17h à 18h. Après avoir écouté de la musique et peut-être avoir parlé un peu d'amour aussi, je vous propose de parler vraiment d'amour avec Nausicaa. Nausicaa et son podcast qui s'appelle Parlez-moi d'amour. Il y a déjà plus de 30 épisodes maintenant que vous pouvez découvrir sur le site de Westrack. Et aujourd'hui, je diffuse l'épisode 28 qui s'appelle « Tu n'es pas un mâle alpha, tu es un prédateur ». J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça et puis on se retrouve juste après. En deuxième partie d'émission, on va retrouver le top des séries qui sont le plus attendues pour 2024. Je parle d'une série DC, d'une série Marvel et de plein d'autres choses. Le retour de séries très attendues et d'une série un peu étonnante, on en parle dans quelques instants. Parlez-moi d'amour. Parlez-moi d'amour. Ti amo. Et toi, c'est quoi tes langages J'ai tellement d'amour pour toi et pour tous les gens auxquels je tiens. Bien sûr que j'ai assez confiance en toi pour te confier mon chat. J'aime beaucoup trop me perdre dans tes yeux. Je t'aime tout autant que j'aime le Tu veux un faire. câlin? Je t'aime très très fort. J'aime t'écouter parler des choses que tu aimes, parce que si ça fait partie de toi, c'est important pour moi. Parce qu'en ce moment, le monde est ravagé par la haine et la désolation, parce que celles et ceux qui aiment, qui ont aimé et qui aimeront dans la forme qu'ils et elles auront décidé d'aimer, laissent une trace. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec l'aide précieuse de Westrack Radio. Donc je m'appelle Alice, au moment de l'enregistrement j'ai 23 ans et je fais un service civique à la bibliothèque. L'amour qu'on ressent envers les animaux, parce que pour moi depuis toute petite, les animaux ça fait partie de la famille. Le tout premier c'était mes parents qui avaient un chat, c'était un persan blanc. J'ai très peu de souvenirs, mais je me rappelle que quand mon père m'en parle, il est toujours traumatisé par sa mort. Mais vraiment, parce que déjà c'était un vieux chat quand moi je suis née, donc je l'ai pas beaucoup connu, mais c'était un chat, visiblement, il adorait faire des câlins. Bon, il y avait son lot de bêtises, évidemment. Des pipis là où il faut pas en faire, par exemple. Mais je sais que mon père, ça l'a traumatisé parce qu'il est décédé devant ses yeux. Je ne vais pas dire comment pour être traumatisé. Il était en fin de vie, quoi. Mais ça l'a traumatisé. Et comme mon père m'en parle, même ça fait 22 ans qu'il est décédé, ce chat, et quand il m'en parle c'est toujours « Oh non, mon chat, c'est vraiment, je m'y attendais pas ». Enfin, il y a cette espèce d'émotion-là. Quand j'étais toute petite, personne n'avait encore d'animaux, donc il y avait eu ce chat. Et ensuite, pour l'anniversaire de ma grand-mère, mes tantes ont décidé de lui offrir un petit chien, qui c'était une espèce, on va être honnête, il était pas très beau, c'était une espèce de croisé, un croisé caniche avec autre chose. Et ma grand-mère, elle ressortait d'un autre décès de chien. Elle ne voulait plus en reprendre parce qu'elle commençait à se faire vieille. Et au final, mes tantes ont décidé de lui offrir ce petit chiot dans une boîte à chaussures. Et évidemment, vu que mon père c'est son fils, on était tous là. Et du coup, j'ai vu cette petite chose dans une boîte à chaussures qui couinait parce qu'il venait tout juste d'être, il avait 3 mois à tout casser. Et moi, j'avais 3-4 ans. Donc moi, dans mon esprit de petite fille, c'était vraiment... c'est une nouvelle chose chez mes grands-parents. Et à ce moment-là, j'avais pas encore de cousins, j'avais pas encore ma sœur qui n'était pas née. Donc vraiment, j'étais toute seule. Donc j'étais vraiment une petite fille avec que des adultes. À l'école, j'avais pas beaucoup d'amis. Et l'arrivée de cette petite chose, donc ce petit chien qui s'appelait Timour, qui du coup est devenu vraiment un membre de la famille. C'était pas... On l'appelait pas un fils ou le frère, même si des fois on disait ça pour déconner, mais c'était vraiment, oui, c'était le chien, c'était le chien de famille, comme on dit souvent. Il est là, on est toujours content quand on le voit, il y a toujours des trucs à raconter aussi sur lui. Donc du coup, il peut pas répondre, mais lui aussi, il avait son cadeau à Noël, lui aussi, il a un livre. Enfin, vraiment, c'est la première fois de ma vie que je me suis rendu compte que dans la famille, c'est pas forcément que des êtres humains. Ça peut être aussi, donc du coup, dans ce cas-là, un chien, ça peut être un chat, ça peut être n'importe quoi. C'est vraiment à ce moment-là, oui, voilà, que je me suis rendu compte que la famille, c'est pas que des bipèdes, c'est aussi un quadrupède ou des choses comme ça. Des poissons. Des poissons. J'ai eu un poisson. J'étais triste quand il est mort, mais j'étais pas aussi triste que si c'était, par exemple, un chien. C'était bizarre parce qu'en fait, mes parents, moi je voulais énormément un chien à la maison, mais mes parents, à cause du travail, tout ça, ils avaient pas le temps. Donc du coup, on a eu un poisson.
Mais c'était à ce moment-là, le bien-être des poissons, c'était pas la priorité comme maintenant, donc il était vraiment dans un bocal, juste avec du sable et une déco, quoi. Donc il a pas tenu longtemps. Et même s'il était triste quand il est mort, c'était bizarre. Paradoxalement, je le considérais pas comme un membre de la famille. Enfin, limite, il faisait partie de la déco, quoi. Peut-être que maintenant, avec les connaissances que j'ai à présent sur le bien-être des poissons, peut-être si j'en avais un maintenant, je serais triste. Mais je sais qu'il y en a certains qui trouveraient ça ridicule ou quoi. Mais enfin, c'est un animal, c'est un être vivant. T'en prends soin, quoi. Qu'est-ce qui a différencié le chien du poisson à ce moment-là ? Quand Timur, le petit chien, est arrivé, j'étais toute petite, il est arrivé, on a grandi ensemble, ce qui a fait que du coup, c'est le seul des petits-enfants de ma grand-mère dont il n'était pas jaloux. Sinon, à chaque fois qu'il y a un cousin ou une cousine qui arrivait, enfin, je me souviens des fois où mes tantes arrivaient avec le cosy, ils se mettaient à couiner, ou alors ils recherchaient du réconfort auprès de moi parce qu'ils savaient que le bébé allait être l'occupation pendant un petit moment. Alors que le poisson, en fait, pas vraiment de souvenir, mais je pense que c'est parce que mes parents voulaient que je leur lâche un peu la grappe avec les animaux. Et ils se sont dit, bon, on va lui, ok, un poisson, t'as pas besoin de le sortir, s'il fait ses crottes, enfin, tu pioffes, tu ramasses, enfin, c'est beaucoup moins contraignant, je pense, qu'un chien qui est un animal avec qui tu partages plus de choses. Je dis pas que les propriétaires de poissons partagent rien avec leurs poissons. À l'époque, entre guillemets, là on parle des années 2000, le chien c'est vraiment quand on pense animal de compagnie, on pense à un chien, quoi. Est-ce que tu différencies l'amour de l'animal à l'amour que tu peux éprouver pour un être humain ? Oui, je pense, j'essaye toujours de faire cette limite. Je sais qu'il y en a qui sont complètement fous de leurs animaux. Par exemple, j'ai vu une phrase passer souvent qui disait que les animaux sont les nouveaux enfants et les plantes sont les nouveaux animaux. J'ai vu cette phrase passer et bon, les plantes, nouveaux animaux. Bon, le jour où une plante aboie, je crois que j'appelle quelqu'un, mais le fait que les animaux soient les nouveaux enfants, j'ai tendance à remarquer souvent toute la génération qu'on appelle les millénials et aussi du coup la nôtre, la fameuse Gen Z, où les coûts de la vie sont tellement importants qu'on peut pas assumer un enfant, mais par contre on a toujours l'amour en nous, on n'est pas prêt à assumer un petit être humain, donc il y a beaucoup de monde qui se dit, je pense, on va prendre un animal, et donc pour des gens qui ne veulent pas d'enfants ou qui en veulent pas maintenant, enfin, tout l'amour est reporté sur leurs chiens, sur leurs chats, on leur crée des comptes Instagram, on leur achète des vêtements. Comme des bébés, on veut leur donner la meilleure nourriture, on leur donne des bains. Comme des enfants, on essaye de les occuper le plus possible, donc ça peut être des promenades. Maintenant, les gens commencent à promener leurs chats aussi. J'ai vu des lapins avec des harnais. Même si je vois la différence, parce que par exemple, parce qu'un bébé, quand ça grandit, ça apprend à parler, ça apprend à marcher. J'essaye toujours de faire cette différence, même si j'adore les animaux, je porte un amour à mon chien incroyable. J'essaye toujours de faire cette différence parce que même si on partage un lien profond, enfin mon chien ne va jamais me répondre. Et c'est ça par exemple qui est intéressant dans la relation humaine, c'est qu'on peut échanger. Et enfin moi je ne sais pas aboyer. Donc voilà, donc j'essaye toujours de faire cette différence dans les relations. Est-ce que tu trouves qu'on personnifie à l'extrême les animaux aujourd'hui ? Il y a certains cas, je pense que oui. Il y a vraiment des gens, par exemple, quand l'animal, malheureusement, ça ne vit pas. Ça aussi, par exemple, qu'est-ce que je différencie par rapport à la durée de vie ? Un être humain, enfin, maintenant, on peut vivre pendant super longtemps. Un animal, il y a certains animaux qui peuvent vivre, maximum, un cheval, c'est une 30aine d'années. Un chien, c'est une 15aine d'années. Et il y en a certains, enfin le décès de l'animal, enfin c'est une douleur que jamais j'aurais pu imaginer, mais il y en a certains, personnellement je trouve ça pas très très bon, mais par exemple qui refusent la mort de l'animal et qui le clonent par exemple. Et ça souvent c'est des articles que je regarde et je me dis, ça reste un décès, faut passer à autre chose. C'est vraiment des cas extrêmes que je trouve pour le deuil en général, je ne trouve ça pas bon. Et je trouve que c'est des choses qu'on s'autorise à faire justement parce que ce sont des animaux. Mais comme moi, pas personnellement, enfin déjà j'ai pas l'argent pour cloner un animal, mais je me dis non, il y a des fois, faut laisser le temps. C'est un peu bête, mais le deuil, c'est toujours le temps qui permet à l'eau de couler sous les ponts. Moi je me dis quand je vois certains cas, je me dis non, c'est pas bon que ça soit humain ou animal, mais j'ai l'impression qu'on s'autorise des choses parce que ce sont des animaux, alors qu'il ne faudrait pas.
맞출 때 yeah. 이렇게 기분 좋은 걸 향기로운 풍경 일렁이는 물결 I feel like something new 언제 어디든. Est-ce que tu as d'autres exemples sur l'éthique animale qui ont été complètement bafoués ? Je pense surtout en particulier aux animaux sauvages. Par exemple, en ce moment, il y a des polémiques avec les parcs aquatiques, avec de nombreux décès d'animaux aquatiques ou même parce que les animaux, à force d'être enfermés, ils deviennent fous puis ils finissent par blesser les soigneurs. J'essaie pas de repousser de pas faire retomber la faute sur les soigneurs qui font ce qu'ils peuvent, mais en même temps, je me dis, ils pourraient faire autre chose. S'ils veulent vraiment travailler avec des animaux, ils peuvent faire des expéditions là où l'animal vit. Par exemple, je pense aux orques, aux otaries. Par exemple, l'éthique, c'est souvent tout ce qui est zoo, tout ce qui est quand on force des animaux d'un autre continent ou d'une autre mer à forcer à l'emmener dans un endroit qui ne lui plaît pas. Je sais qu'il y a beaucoup de zoos qui essayent de se reconvertir justement en renvoyant des animaux dans leur état naturel, etc. C'est une question assez compliquée, mais il y a des fois, je me dis, on a laissé passer pendant trop longtemps et maintenant on commence à arriver à un point de rupture où maintenant tout est beaucoup plus connecté, etc. Et donc maintenant on est beaucoup plus au courant, ce qui, je pense, embête beaucoup les gens qui veulent faire du profit là-dessus. Mais il y a un moment maintenant, il va falloir prendre une décision par rapport au bien-être animal et on aura beau dire, mais il y a pire dans le monde, etc. Mais si on continue, on va jamais traiter le problème. Et je trouve, on arrive à un point, faut arrêter de repousser les échéances, tout ça, que ça soit pour le bien-être animal, et je pense ce qui en découle après notre bien-être à nous. Parce que les animaux, ils nous servent pour protéger, on se nourrit d'animaux, on peut faire des vêtements avec. C'est une relation, je trouve. Je trouve que l'être humain a un peu trop abusé de la relation qu'il a à l'animal. En particulier tout ce qui est bétail, animaux sauvages, etc. Que l'homme se permet une violence à l'extrême sur les animaux pour ne pas reproduire cette violence sur sa propre espèce ? Malheureusement, comme on voit en ce moment, ça ne l'empêche pas. Et j'ai vu des cas vraiment où ça faisait très très peur, là où j'ai vu des cas par exemple où des gens travaillent dans les fermes et on refuse les hommes avec un H minuscule, pour exactement les raisons affreuses auxquelles tu penses. Donc ça commence à devenir un très gros problème maintenant. Je pense que c'est malheureux qu'on s'en rende compte maintenant, mais maintenant l'homme s'en fout. Et là je parle en particulier l'homme avec un H minuscule. Et c'est vraiment affreux de se rendre compte que même sur les animaux, l'homme ne peut pas s'empêcher de faire des saloperies. Que ça soit donc des choses vraiment innommables et même à un niveau qu'on connaît plus, que ça soit les étapes d'abattage qui sont pas respectées, comment on traite certains animaux parce qu'ils sont pas bons ou qui sont impropres à la consommation. Même moi, je suis pas végétarienne, je sais pas si à terme je le serai parce que par exemple j'aime beaucoup le poisson. Et où j'aime certains plats, etc. Mais par contre, j'essaye, par exemple, de me raisonner quand j'en mange. Par exemple, c'est pas de la viande à tous les repas, on n'en a pas besoin. Contrairement à, justement, à certains animaux qui, eux, c'est des carnivores, ce qu'on appelle des carnivores obligatoires. On peut pas leur donner autre chose que de la viande. Je trouve que ce prétexte, l'homme devient violent vers les animaux pour pas être violent envers les siens. Je trouve que ça n'empêche pas l'homme de faire des choses affreuses à tout le monde. Là c'est en tant que femme, donc je parle de l'homme, un homme. Mais non, je trouve que non, c'est tant qu'il trouvera quelque chose ou quelqu'un de plus faible, il ne s'arrêtera pas. Et je
Je trouve ça dommage, alors qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire non, enfin, il faut peut-être se calmer, ou il faut un travail de fond, et je trouve qu'il y a des hommes qui sont pas prêts pour ça. Déjà, quand on parle du débat à propos des viandes, tout ça, enfin, c'est rarement. J'ai d'ailleurs jamais entendu une femme crier haut et fort. Oui, moi j'aime la viande, j'aime mon barbecue. Non, donc moi, quand on dit c'est un problème d'homme, il y a une partie, et je trouve qu'il y a une partie sur l'homme avec une lettre majuscule. Ça, faut pas le nier. Mais je trouve qu'il y a quand même une petite partie, c'est l'homme avec un H minuscule. Et ça, vraiment, sincèrement, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi l'homme, quand on lui dit juste de réduire sa consommation de viande, enfin, tout de suite, il se trouve oppressé. Non, tu retireras pas mon bout de viande. Ah, mais enfin, ça va pas te tuer si t'en manges pas pendant une journée. Ça me fait penser au fait qu'il y a l'IFOP, qui est donc une société pour faire des sondages, etc. et des recherches. Alors, je te lis ce qu'il y a écrit. L'IFOP a dévoilé une étude inédite sur le profil des consommateurs de viande. Alors que plus de 2000 hommes ont été interrogés, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les idées sexistes sont dominantes chez les viandards quotidiens. Et en fait, qu'il y aurait un lien, justement, c'est ce que tu étais en train d'expliquer dans le débat public, de dire, bah ouais, moi j'aime la viande. Et c'est un peu montrer qu'on est dominant en mangeant les autres espèces et en disant parce non, que c'est quelque chose, un truc de prédateur. Enfin, tous les carnivores, les chiens, les chats, ou même plus gros, les loups, les lions, tout ça. Et ça, c'est très drôle parce que souvent les gros viandards que je croise, ils vont à la salle et ils se considèrent comme les fameux mâles alpha. Ça me fait doucement rire parce que c'est des fois quand je fouille, ils se prennent pour des chefs de meute, des loups et tout. Mais comme moi, j'aime beaucoup les animaux et j'adore leur fonctionnement. Quand on creuse le fonctionnement d'une meute de loups, le mâle alpha, c'est quasiment le mâle le plus doux de la meute. Parce qu'il est dévoué, il a une seule partenaire, et c'est toujours lui qui marche derrière pour s'assurer que le reste de la meute est en sécurité. Donc je ne comprends pas, je pense que c'est des hommes qui sont du coup très mal informés, ils voient juste un prédateur qui mange de la viande, ils se disent « moi je suis pareil ». Et c'est pas le loup oméga ? Le loup oméga, c'est un peu le souffre-douleur de la meute. Il récupère un peu les morceaux des proies qui restent, par exemple. Lui, il permet d'apaiser les tensions. Il n'est pas vraiment bully parce qu'il accepte ce rôle. Mais par exemple, quand on parle du loup mâle alpha, non, arrête. Au pire, tu es un prédateur solitaire, mais tu n'es pas un loup alpha, parce que le loup alpha, c'est le mâle qui protège la meute. Donc je ne comprends pas l'argument des viandards quand ils veulent absolument se faire comparer à un prédateur carnivore, parce que la plupart des animaux qu'ils mentionnent, ce sont des animaux qui fonctionnent en meute, en troupe, qui ont besoin d'interaction avec l'autre pour survivre. Il n'y a pas que la viande, il y a aussi les interactions sociales. Donc à chaque fois que je vois des gros viandards se comparer à des prédateurs, ça me fait doucement rigoler. Et ça se voit à quel point qu'ils sont pas du tout... ils s'intéressent pas au sujet, quoi. C'est super intéressant la phrase que tu viens de dire en changeant le vocabulaire et justement en le rectifiant en disant tu n'es pas un mâle alpha, tu es un prédateur. Le mot maintenant, dans nos sociétés actuelles, il a tellement de significations. Malheureusement, moi, en tant que femme, des fois, je me sens comme une proie. Là, en ce moment, on est en janvier, donc la nuit tombe très vite. Malheureusement, le soir, quand je rentre chez moi, la musique, elle est au plus bas, je marche très vite. Malheureusement, je me suis déjà fait suivre dans la rue. Alors moi, je m'en rappelle très bien. Moi, j'étais à pied, et les deux gars qui me suivaient, eux, ils étaient en vélo. Et j'ai dû faire exprès de prendre plein de tours exprès pour essayer de les perdre avant de rentrer chez moi. Et je me rappelle rentrer chez moi, ma mère me demandait « mais comment ça se fait que tu rentres aussi tard ?» Et j'ai dû inventer le bus il arrive en retard ou un truc comme ça. Parce que j'avais super peur et j'avais pas envie d'inquiéter mes parents non plus. Ou même me sentir en tant que proie sur les applis de rencontre. Ça fait même carrément un morceau de viande parce que pour moi les applis de rencontre, j'ai essayé vite fait mais personnellement j'y arrive pas parce que vraiment ça fait très supermarché et là vraiment je ne suis plus la proie, je suis déjà dans mon petit morceau empaqueté, les gens choisissent ou pas, c'est fou à quel point maintenant prédateur c'est tellement de significations et c'est triste parce que j'aimerais vraiment penser, quand je pense à prédateur, j'aimerais vraiment penser qu'à des animaux et pas aux hommes, mais bon la société en ce moment ne me fait pas penser ça. Est-ce que tu penses que les prédateurs qui sont le plus dangereux pour nous, ce sont les hommes ou certains animaux ? J'ai envie de dire les hommes, parce que je ne me sens pas menacée, par exemple, par un loup ou un lion, par exemple, parce que je n'en croise pas, je croise beaucoup plus d'hommes. Et c'est quelque chose qui malheureusement m'est venu assez tard, parce que dans ma famille, moi j'ai beaucoup de chance. Les modèles masculins, donc mes grands-pères,
Et mon père et mon oncle, c'est des hommes. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui aimeraient avoir ce genre d'hommes dans leur famille. Par exemple, quand je vois le fonctionnement de couple de mes grands-parents, dont cette fameuse grand-mère avec son chien, avec mon grand-père, ou quand je vois mon père avec ma mère, c'est des modèles de couple que j'aime beaucoup. J'ai toujours admiré en fait, surtout en grandissant, en devenant adolescente puis adulte. Je me suis toujours dit, ouais, c'est trop bien comment ils fonctionnent, ils réussissent à bien communiquer. Il y a quelque chose aussi que j'aime beaucoup, c'est que souvent ils se renvoient des blagues. C'est quelque chose qui me fait beaucoup rire, que j'aime beaucoup, c'est que ils s'envoient des pics, c'est jamais méchant, mais c'est quelque chose qui permet de faire travailler le couple, c'est toujours très drôle, tout ça. Les tâches ménagères sont séparées, même mes grands-parents. Pourtant, on parle d'une génération, c'est les baby-boomers. Et pourtant, quand je visite mes grands-parents, c'est mon grand-père qui fait à manger, par exemple. Il aide à débarrasser. Et ma grand-mère, par exemple, elle fait plus des tâches ménagères et lui, il est plus cuisine, tout ça. Mes parents aussi. Mon père fait aussi les tâches ménagères, il fait aussi la cuisine. Ma mère aussi, elle est là. Elle nous aidait à faire les devoirs, par exemple, ma sœur et moi. Elle aide aussi, par exemple, quand il y a du temps. Du coup, tout le monde s'entraide, en fait. Et pendant très longtemps, j'ai eu ces deux modèles-là. Et du coup, moi, bêtement, je pensais que c'était la norme. Et quand j'ai commencé à m'ouvrir au monde, à avoir plein de témoignages, et je me suis dit, non, en fait, je suis un peu tombée de haut. Et ça me dégoûte, en fait, parce que j'ai envie que chaque personne mérite une relation de couple, comme moi je les ai vues avec mes grands-parents et mes parents. Et c'est quelque chose aussi que je recherche. Et j'ai l'impression que c'est très compliqué. Tu veux dire que le strict minimum, on ne l'a pas dans notre génération ? Quand je vois certains témoignages, alors je ne dis pas, j'ai envie toujours je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais je me dis que c'est très compliqué, c'est très compliqué. En tout cas, le strict minimum que moi j'ai vu, et plus même. Quand je vois des fois comment mon père traite ma mère, des choses comme ça, il y a toujours des petites attentions en plus qui fait que la relation, en fait, elle est super. Mais j'ai l'impression que notre génération, j'ai l'impression de demander la lune des fois. Des fois, je me dis, si ça fonctionne pas, si l'amour que moi je recherche, qui est très honnêtement le strict minimum que chaque femme devrait demander, j'aurai mon chien, puis lui, je vais l'aimer, puis lui, s'il fait pas les tâches ménagères, je le comprends, quoi. Je pense que c'est aussi une raison pour laquelle on voit beaucoup de femmes privilégier une relation avec un animal qu'avec un partenaire potentiel. C'est que j'ai vu des témoignages de femmes qui préféraient prendre un animal que de chercher activement l'amour parce qu'elles ont été trop déçues, ou alors il y a eu des modèles tristes par exemple dans les parents ou les grands-parents, etc. Et du coup, ça se traduit par une volonté de briser le cercle vicieux en reportant tout l'amour sur une petite bête qui ne demande que ça. Comment on fait pour aimer les animaux et continuer à en manger ? Alors, je vais parler que de mon point de vue à moi. Moi, j'essaye toujours de me dire qu'il y a certains animaux, par exemple, quand on pense au bétail, etc. Moi, par exemple, j'essaie de traduire ça en mangeant pas trop de viande, par exemple, en essayant de limiter. Et toujours en me disant qu'à une certaine époque, les viandes, les poissons, etc., c'était un mets de luxe, c'était le repas dominical, c'était des occasions spéciales, etc. Donc moi, j'essaie toujours de partir de l'optique que la viande que je mange, c'est quelque chose exceptionnel, c'est pas vraiment le bon terme, mais c'est un mets que je peux me permettre, par exemple, en me disant, déjà parce que le coût de la viande a énormément augmenté, donc
je savoure encore plus. Je me dis, peut-être pas à chaque bouchée, mais à chaque fois, je pense à toute la chaîne qu'il y a derrière, qu'il y a des gens dont c'est le métier, ils aiment vraiment le travail qu'ils font, ils sont fiers d'offrir de la viande, de permettre à la population de se nourrir. J'essaie toujours de partir de ce postulat-là quand je mange de la viande, et ça m'empêche pas d'aimer les animaux, ça m'empêche pas de trouver une vidéo de veau trop mignon sur internet, mais j'essaie toujours de me dire que derrière le morceau de viande qu'on a au supermarché, qu'on achète. Du coup, c'est un peu paradoxal parce que du coup, ça transforme un peu ma relation à la nourriture. Par exemple, quand je me fais à manger toute seule, j'essaie toujours de faire un beau plat. Comme ça, je me dis, comme ça, la viande, elle finit pas dans un état déplorable. J'essaie toujours de faire bon usage quand je cuisine. Je fais toujours bon usage de mes ingrédients, surtout des viandes, parce que j'ai pas envie qu'elles soient trop cuites, j'ai pas envie qu'elles soient complètement crues non plus, parce que c'est pas bon. Voilà, j'essaie de me dire, j'aime les animaux, et quand il s'agit d'animaux qu'on mange, j'essaie de... honorer, c'est un peu fort comme terme, mais j'essaie toujours de rendre hommage, entre guillemets, en faisant un beau plat, par exemple. Un beau plat qui soit beau visuellement et qui soit bon. C'est comme ça que je le vois, et pas en consommant aussi des tonnes et des tonnes de viande. Personnellement, je sais que je peux m'en passer. Un plat sans viande, il y a pas de souci. Si vous voulez un animal, faites vraiment vos recherches. Les SPA sont beaucoup trop remplis, donc faites vraiment vos recherches. Écoutez le 28e épisode de Parlez-moi d'amour en compagnie de Alice, 23 ans, en service civique. Toutes les chansons ont été choisies par mon invitée Alice. Vous avez donc pu écouter Your Dogs Loves You de Crush, What Once Was de Hers, Slow Dancing de V et F-Song de Strawberry Guy. Si vous aussi vous voulez parler d'amour en ma compagnie, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse nausicaa@thewest-track.com ou sur Instagram sur le compte Nausicaa Farnahom. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec le soutien de West Track Radio. C'était l'épisode 28 de Parlez-moi d'amour à l'antenne de West Track Radio dans le Mag à l'Ouest, un podcast réalisé par Nausicaa. Le Mag à l'Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur West Track. Nous approchons à la fin de cette émission, mais avant, on va prendre le temps de parler des séries les plus attendues de 2024. Il y a bien sûr les films les plus attendus et on en a déjà parlé la semaine dernière. Pas seulement des films, mais aussi des films d'animation, Kung Fu Panda 4, Beetlejuice 2 et puis bien sûr Vice Versa 2. Des films comme Iron Claw avec Zac Efron ou encore des films très attendus comme on a pu en parler la semaine dernière. Cette semaine, on s'attaque aux séries. Il y en a beaucoup. On va donc prendre le temps ensemble de découvrir les séries les plus attendues. Bien sûr, c'est une liste non exhaustive. Selon la popularité et l'attente du public. On en parle tout de suite. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. La liste est vaste pour ces séries, déjà parce que certaines grandes marques en sortent plusieurs. On va bien sûr citer Marvel qui... Comme d'habitude, ne nous laisse même pas le temps de répit. Il va y avoir plusieurs séries signées Marvel pour cette année 2024, mais aussi une série DC pour concurrencer un petit peu. On va parler aussi d'une série Astérix, d'une série Dragon Ball, et puis bien sûr la très attendue, et qui est d'ailleurs dans le top 1 quand on cherche partout sur Internet, série 2024, c'est la série Alien. Vous connaissez bien sûr la série, plutôt la saga de films Alien qui sort depuis, si je ne me trompe pas, les années 90. C'est une très vieille saga et qui bien sûr est très aimé du public et qui va sortir une série pour cette nouvelle année. Alors, comme beaucoup de séries qui sortent cette année, on n'a pas encore les dates précises. Surtout qu'on sort d'un contexte de grève d'auteurs hollywoodiens, mais aussi de scénaristes. Donc, évidemment, les acteurs aussi ont fait partie de la grève. Donc, pour l'instant, je pense que les plateformes de streaming n'ont pas encore envie de se mouiller en annonçant des dates, alors qu'ils ne sont pas vraiment sûrs d'avoir pris du retard ou non.
On n'a pas vraiment de casting non plus. Le seul nom que je peux vous offrir pour cette série Alien, c'est Sydney Chandler, qu'on peut imaginer comme étant le personnage principal de cette série Alien. Elle a notamment joué dans le film Don't Worry Darling. En tout cas, une chose intéressante sur cette série Alien, c'est que le pays d'origine indiqué est celui des États-Unis, mais aussi la Thaïlande. On sera donc sur Terre à la fin du 21e siècle avec une équipe qui affronte un alien. Alors, est-ce que ça va reprendre l'histoire de Radley ou non ? On ne sait pas vraiment. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce sera distribué par FX et aussi Hulu. Donc, soyez prêts, vérifiez un peu les actus par rapport à ça. On aura l'occasion d'en reparler sur Westrack, évidemment. Autre série, et je sais que c'est très attendu pour beaucoup, elle était annoncée depuis très longtemps. C'est une série Prime Video qu'on attend pour 2024. On en sait un peu plus sur le casting. On en sait un peu plus sur l'histoire, c'est la série Fallout. Si vous êtes un gamer, une gameuse, vous connaissez sûrement le jeu qui est d'abord sorti, si je ne me trompe pas, sur PS3, Fallout. Fallout, donc une série apocalyptique où on joue un personnage, un homme qui voit d'ailleurs sa femme se faire tuer dès les premières secondes. Ça m'a un petit peu traumatisée. Et qui va donc devoir pouvoir renouveler des mécanismes, etc. Parce que c'est un peu un style steampunk. Il y a des machines à réparer, etc. pour faire avancer le jeu. Et puis il y a toute une intrigue. Donc on est clairement 200 ans après l'apocalypse pour cette série. Les résidents du luxueux abri anti-atomiques sont contraints de retrouver les paysages infernaux et irradiés, puisque c'est aussi l'histoire du jeu vidéo, que leurs ancêtres ont laissé derrière eux, et découvrent avec stupeur que donc leur attend un univers incroyablement complexe, joyeusement dérangeant et ultra violent. Et en fait, dans la série de jeux vidéo, on retrouve en fait le personnage principal qui est un homme et qui se fait décongeler. Il s'est mis à se faire donc congeler pour être sûr de pouvoir se préserver pendant de nombreuses années en raison de l'incapacité de vivre sur Terre. Au casting, on a Ella Purnell qui va jouer le personnage de Lucy, Walton Goggins qui jouera le rôle de la Ghoul, Kylie MacLachlan et puis Xelia Mendes-Jones, Aaron Moten et Moises Arias pour donc ces personnages. Quelques bandes d'annonces sont déjà disponibles sur un peu toutes les plateformes, etc., surtout Prime et puis sur tous les réseaux sociaux, mais pour la suite, on n'en sait pas encore. Autre série très attendue qu'on ne peut que citer, c'est une série DC, The Penguin, qui sortira avec HBO Max cette année. Bien sûr, on est dans l'univers DC, on est dans l'univers Batman. C'est un personnage, un méchant de Batman. Vous connaissez sûrement si vous avez déjà vu les films Batman ou que vous êtes intéressé aux comics. Penguin sera donc l'histoire, un peu la villain original story, l'histoire de pourquoi Penguin est devenu méchant, avec pour donc acteur et interprète du personnage du pingouin, Colin Farrell, Sophia Falcon, le personnage sera joué par Christine Miolotti, et on retrouvera aussi Michael Kelly ou encore Dindre O'Connell pour ce casting qui est déjà annoncé. On va continuer sur les grosses sagas, les grosses filiales qui vont être adaptées en série pour cette année. Alors, je me permets de mettre une option. Celui-ci est annoncé pour 2024, mais en fait, il y a possibilité que ce soit retardé. C'est la série Harry Potter. Déjà parce qu'il n'y a aucune date fixe. Ensuite, parce qu'il a été annoncé que derrière la série sera mise l'écrivaine de Harry Potter, qui s'appelle J.K. Rowling, et qui est actuellement dans la sauce, et pour une bonne raison. Elle a tenu des propos très limite, et donc ce qui explique un possible retard. Et puis bien sûr, quand on adapte une série aussi aimée, que ce soit pour les livres ou pour les films, il faut faire très attention. Donc je pense que HBO Max fait attention déjà à ne révéler aucune information, et puis surtout à prendre son temps et un peu tâter le terrain. Pour l'instant, en tout cas, la productrice exécutive, ce sera bien J.K. Rowling. Est-ce que ça réussira à changer avec le temps ? On n'est pas encore sûr. Et puis bien sûr, on n'a aucun casting, aucune information, aucune bande-annonce. Je pense que c'est un secret très bien gardé, puisque évidemment il y a un gros budget derrière pour cette série qui est très attendue, qui sortira donc sûrement en 2024, mais il y a possibilité que ce soit retardé pour 2025. On n'en sait pas plus, on en reparlera dans le Mag à l'Ouest. Une autre série qui est attendue, c'est Le Problème à 3 corps, Three Body Problem, sorti pour cette année, sorti chez Netflix.
Alors là, j'ai une date, le 21 mars. C'est donc une série américaine qui va raconter la Chine des années 60 avec un petit twist un peu supernaturel puisqu'une jeune femme va prendre une décision désastreuse avec une répercussion à travers le temps et l'espace qui vont aussi affecter un groupe de chercheurs brillants dans le monde d'aujourd'hui. À la carte du casting, on retrouve Elisa Gonzalez, Benedict Wong, que l'on connaît notamment pour son interprétation dans le Marvel Doctor Strange. Il y a aussi Chai Chin, John Bradley ou encore Liam Cunningham pour donc cette série qui est déjà annoncée pour le 21 mars 2024. Et ça fait un peu plaisir parce que j'ai remarqué que pour déjà les films, pour 2024, il y a beaucoup de reprises, de suites. Et pour les séries, c'est pareil. En fait, on reprend des univers qu'on connaît déjà avec Le Pingouin, Alien, Fallout, Harry Potter. On fait pas dans la nouveauté. Le problème à trois corps, cette fois-ci, c'est quelque chose qui n'a pas encore été vu. Donc ça va nous permettre de nous rafraîchir un peu et surtout de voir une nouveauté un petit peu. Je vois une autre chose qui pourrait intéresser les fans de Dune. Alors, on a déjà une sortie pour ce qui est du film Dune 2, qui est attendu pour le mois de février 2024. Et alors, Dune est aussi un projet d'adaptation pour 2024. Alors encore une fois, le projet est très flou, on n'a pas d'informations, surtout que c'est HBO Max. HBO Max, en fait, ils essaient de se transformer. Ils vont essayer de transformer la plateforme, l'adapter à l'étranger, et elle va arriver en France avec juste Max. Et Max va donc essayer de proposer des choses très intéressantes, mais vu que c'est encore un projet, pour l'instant, c'est encore un peu en attente, en cours de rodage. Donc ça s'appellera Dune Prophétie, et on retrouvera une partie de l'histoire de Dune, mais avec un autre personnage, puisqu'en fait, pour les livres, on arrive au bout des films, on arrive au bout de l'histoire des livres qui s'inspirent de cette histoire. Donc cette série permettra d'explorer d'autres mondes et d'autres personnages. Quand on parle série, quand on parle film 2024, on est obligé de mentionner Marvel. On va se faire bombarder, que ce soit au niveau des films ou au niveau des séries. Il y en a beaucoup qui se posent la question, est-ce qu'il ne faudrait pas réduire un peu pour préférer la qualité à la quantité ? Moi, je suis d'accord, c'est vrai qu'on aura beaucoup de choix, mais peut-être un peu trop. On commence par X-Men 97, en sachant qu'il y aura aussi un film X-Men qui va sortir. Et bien cette fois-ci, c'est un dessin animé culte qui a donc été diffusé entre 92 et 97 et qui vont s'associer avec la Fox Disney+ pour refaire cette suite avec X-Men 97. Donc en fait, on va retrouver le dessin animé pour certains de notre enfance, mais avec une nouvelle version. Agatha sort donc en 2024. C'est une série, un spin-off sur WandaVision qui était déjà une série. Donc on reprend encore les mêmes personnages et ce sera diffusé aussi sur Disney+, en sachant que la plupart seront sur Disney+, puisque évidemment Disney a racheté Marvel, donc ils font partie de la même maison. On va en passer parce qu'on ne peut pas tout annoncer. Il y aura notamment Wakanda, Wonder Man cette fois-ci en développement, Marvel Zombies. Je vous laisse découvrir un peu tout ça au fur et à mesure dans les Magal West, mais on va parler surtout du nouveau Spider-Man, encore un nouveau personnage. Cette fois-ci, c'est un dessin animé. Il ne sera pas doublé par Tom Holland, mais plutôt par un certain Hudson Thames. Donc pour Marvel, clairement, on en a. Et il y a l'embarras du choix, peut-être un peu trop d'ailleurs. On va retrouver des séries aussi très attendues qui étaient annoncées depuis assez longtemps. God of War sortira cette année sur la série Prime Video. Il y a aussi Crystal Lake qui sortira cette année en 2024 et qui vient de l'univers de Vendredi 13. Donc on avait déjà parlé dans le Magal West en 2023 de la sortie du nouveau Vendredi 13 et là c'est carrément une série qui va être adaptée, donc on imagine une série d'horreur évidemment qui sortira cette année. On va aussi retrouver une série qui s'appelle Snow qui sortira sur HBO cette année avec de la fantasy, de l'action, qui sera un spin-off de Games of Thrones centré sur l'histoire de Jon Snow, bien sûr joué par Kit Harington, l'acteur principal de ce personnage. Autant ces séries sont très attendues et ont sûrement un succès devant elles parce qu'elles ont déjà rassemblé en fait du monde, que ce soit Game of Thrones ou d'autres, que ça soit d'un passage d'un film vers un format série, il y a souvent du moins du public, au moins pour la première saison. Mais j'avoue que ça manque quand même des annonces de séries nouvelles, de nouveaux concepts. Alors quand on aime une série, on aime voir sa saison 2, sa saison 3 arriver. Quand on aime un film, on aime le voir adapté sous d'autres formats. Mais là, c'est vrai que cette année, on va avoir vraiment pratiquement que ça, et c'est le cas de Walking Dead puisqu'ils reviennent avec une nouvelle saga. On avait déjà la saga
donc Walking Dead, on avait Fear the Walking Dead qui était un préquel, on avait la série qui a été tournée en France autour du personnage de Daryl Dixon. Donc c'était déjà une série tirée de l'univers. Et là, en fait, on va retrouver le personnage principal de la série première de The Walking Dead. Ça s'appelle The Ones Who Live. Et en fait, c'est avec le personnage de Rick Grimes. On découvre ce qui lui arrive une fois qu'il a quitté la saison. Donc en fait, on a un personnage qui quitte une série et puis en fait qui revient dans un autre spin-off. C'est vrai que ça fait beaucoup. Sorti cette année, j'imagine que beaucoup de fans vont être heureux de savoir que ça sort en fait le mois prochain, le 25 février 2024, donc on a une date. Mais c'est vrai que est-ce que ça va encore amener quelque chose à l'histoire ? Je sais qu'il y avait beaucoup de fans déjà qui se plaignaient de Fear the Walking Dead, puis de Daryl Dixon en ajoutant que ça n'apportait rien du tout à l'histoire, mais bon, il y en a toujours qui se sont satisfaits de retrouver leur personnage principal, donc affaire à suivre. C'est vraiment un système hyper lucratif pour les plateformes de streaming ou les distributeurs, comme on a vu la semaine dernière avec les films. En fait, ils reprennent un concept qui fonctionne déjà, il y a déjà le public qui est derrière, même quand ils reprennent plusieurs années après, ils savent grâce à la nostalgie qu'ils vont réussir à choper au moins pour une saison un tas de personnes qui vont regarder juste pour voir l'adaptation du film ou de la saga déjà bien édité en version série, et c'est le cas de beaucoup de choses. On va parler aussi de Zorro. Il y a une série Zorro qui va sortir cette année, une série française avec pas mal d'acteurs français. C'est pareil, on reprend un univers qui est ultra connu, ultra déjà installé. On sait que le public sera là au moins par curiosité. Astérix aussi, ça sortira chez Netflix pour 2024. Blade Runner 2099, on part d'une série de films qui va être adaptée en série et qui est déjà bien installée dans la connaissance et dans l'imaginaire des spectateurs. Dragon Ball, c'est pareil, 2024, on reprend un concept qui est déjà connu. Et je vais juste terminer avec une dernière série. Cette fois-ci, c'est un concept qui n'est pas connu. C'est une idée originale en fait. Ça fait plaisir de voir une histoire qui s'installe sous le format mini-série, qui ne vient pas d'un film ou autre qu'on connaît déjà. Ça sortira dans quelques jours. Tiens, c'est bien pour ça que j'en parle. Masters of the Air, ça sort le 26 janvier 2024. Ça sortira chez Apple TV, ça vient des États-Unis, avec au casting Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle ou encore Raph Lowe. Et donc là, on suivra le périple de pilotes de la 8e Air Force chargés de détruire les points stratégiques en Allemagne, parmi les usines, les aérodromes ou les bases de sous-marins jusqu'à la fin de la guerre. Donc évidemment, un fait historique, ça risque d'être très intéressant je pense. Et sous le format mini-série, je trouve que c'est vraiment un format qui fonctionne bien pour ce genre d'histoire. Voilà, j'avais envie de le mettre en valeur. Ça change de nos histoires fantastiques de super-héros ou même de science-fiction, même si on adore ça. Là, on est sur un fait historique. Donc, on va pouvoir le dévorer sur Apple TV à partir du 26 janvier 2024. On aura l'occasion dans d'autres Magal Ouest de revenir sur d'autres séries, sur l'avancée des dates évidemment, si on a plus d'informations sur les castings ou sur d'autres informations. Et puis à partir de la semaine prochaine, je vous propose un format un peu différent pour le mercredi dans le Magal Ouest. Je vais accueillir Nausicaa et Camille et elles vont nous proposer des petits débats autour de séries, de films, etc. Notamment des sorties ciné. On aura donc l'occasion de parler cinéma et séries et d'ajouter un petit peu de débat et d'échanger toutes les trois, mais aussi avec vous si vous avez envie de nous contacter directement sur les sorties, etc. Demain, vous avez rendez-vous avec le Magal Ouest à 17h en compagnie de La Galerne qui va nous présenter ses rencontres à la librairie, des rencontres d'auteurs. Et puis bien sûr, vous continuez votre soirée sur West Track Radio en musique. Le prochain titre que l'on va écouter et sur lequel on va se quitter, c'est Heatwave Day et c'est un titre signé un artiste qui s'appelle Mokrang et c'est bien sûr une toute nouveauté sur West Track. Très belle soirée et à demain.